Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème Comment gagner de l'argent avec les achats responsables. Le webinaire sera présenté par notre expert Benjamin Benatar, acheteur et consultant. La présentation durera environ 20 minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Durant cette présentation, vous pouvez donc poser ces questions avec l'outil chat en bas de votre écran et je les formulerai à Benjamin Benatar à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Benjamin Benatar. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire consacré finalement à deux termes qu'on n'entend pas souvent ensemble, faire des achats responsables et gagner de l'argent. Et pourtant, on va voir, même si ça peut paraître un peu incompatible, on va voir que il est tout à fait possible de gagner de l'argent, enfin, ça peut être très positif. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Benjamin Benatar. Je suis fondateur de la société Procumine. Procumine, c'est une agence de conseil en achat spécialisée dans les technologies pour aider les entreprises à faire des achats responsables. N'hésitez pas, si vous voulez avoir plus d'infos, à aller voir mon site procumine.com ou à me contacter directement sur LinkedIn ou par mon téléphone. Et ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Le programme d'aujourd'hui, alors on va faire toujours un programme plutôt classique. On va d'abord voir les principes fondamentaux pour définir et se mettre OK sur ce qu'est un gain en achat. On verra également la méthode et surtout comment aller saisir les opportunités. C'est ça qui nous intéresse, c'est comment aller chercher des gains. Donc on zoomera là-dessus. On pourra voir qu'il est même possible d'aller jusqu'à faire des achats positifs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, mais l'idée, voilà, c'est d'expliquer en quelques mots c'est quoi ce concept d'achat positif et de voir si vous pouvez, en tout cas, qu'il est possible d'en faire. Enfin, comme toujours, quand on met en place une stratégie ou quand on met en place un processus, c'est important de communiquer dessus. Donc, on verra les bases pratiques très rapidement de la communication sur comment faire des gains en achat responsable. Pour démarrer, et on aura toujours cette petite phase de questions-réponses. Pour démarrer, je vous propose de se mettre en harmonie et tous d'accord, de s'aligner sur une définition commune sur finalement ce qu'est un gain en achat responsable, voire un gain en achat tout court. Je vais démarrer par une petite citation plutôt humoristique pour ceux qui la connaissent. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Mais j'ai parfois du mal j'inverse des fois les deux. Mais en tout cas, l'idée de cette citation, c'est de rappeler que si votre gain en achat, il n'est pas finalement validé, il n'est pas clair et validé par l'entreprise, bah finalement, il n'a aucune valeur. J'irais même plus loin, je dirais qu'on peut être le meilleur acheteur du monde. Si on n'est pas capable de démontrer ce qu'on fait au sein de l'entreprise, bah, en quelque sorte, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je vais vous rappeler deux règles d'or, deux recommandations d'or, on va dire, que les acheteurs appliquent et qu'il est recommandé de suivre on veut faire valider un gain en achat. Le premier, c'est que les méthodes de calcul au préalable doivent être toujours validées par le contrôle de gestion. Un tiers habilité peut faire l'affaire. L'essentiel, c'est que la direction, le management reconnaissent les méthodes de calcul. La deuxième règle d'or, c'est d'avoir une référence de prix parfaitement vérifiable qui peut être basée soit sur votre historique, c'est le plus simple, on a acheté à tel prix l'an dernier, donc aujourd'hui c'est ce prix-là, soit sur un prix de marché qu'on peut facilement démontrer par des données qui sont plutôt claires, ou en tout cas non discutables. Voilà pour les règles d'or pour identifier un gain en achat. Maintenant, de manière générale, on recense trois types de gains achat. Je les redéfinis. Il peut en exister d'autres, mais je vous cite les trois principaux qu'utilisent la plupart des acheteurs. Le premier, le plus basique, c'est une réduction simple sur le prix d'achat. Vous avez deux devis, vous avez un devis initial, un devis final. On regarde la réduction, ça nous donne un gain achat par rapport au prix qu'on aurait économisé. Je précise, l'idéal, c'est pas de s'arrêter que sur la partie financière, mais de bien prendre en compte tous les critères, qualité, délai, etc., que vous devez bien connaître quand vous êtes acheteur. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle des gains à l'utilisation. Je les ai entendus parfois parler sur des gains directs. Moi, je préfère maintenir ce terme utilisation. L'idée, c'est de dire que par notre achat, on va générer des économies
ça peut être aussi des gains qui vont finalement pouvoir être comptabilisés. Je vous donne un exemple très simple. On va acheter une machine beaucoup plus économe en énergie, donc on va diminuer notre consommation d'énergie, donc finalement la facture va être plus faible, et ça doit être comptabilisé. Une des méthodes très facilement utilisées, très souvent utilisées, c'est ce qu'on appelle le TCO. On a aussi la réduction des risques qui peut parfois générer des gains à l'utilisation si on a moins de problèmes, moins de non-conformité, voilà, ça peut avoir un impact positif sur du long terme, donc sur l'utilisation. Enfin, beaucoup plus rare, c'est ce qu'on appelle une contribution directe. C'est un peu l'idéal pour un acheteur parce que concrètement, ça se formalise par une restitution en euros pour l'entreprise. Un exemple qui devrait parler aux acheteurs, c'est les remises de fin d'année. Vous négociez avec vos fournisseurs qu'en fin d'année, ils vous donnent une remise sur un montant de commande. Vous rentrez de l'argent dans l'entreprise, c'est du cash dans l'entreprise, et ça, l'acheteur, il apporte vraiment une contribution qui est quasiment indiscutable. Ça peut être également une réduction de taxes ou l'obtention d'une aide. On va le voir, ça peut être très utilisé lorsqu'on fait des achats responsables. C'est un bon moyen de générer des gains en achat. Maintenant qu'on a défini un gain en achat, bah, il serait pas mal de s'harmoniser sur une définition sur ce qu'est un achat responsable. Normalement, vous êtes mature sur ces sujets-là. On va juste revoir rapidement. Moi, je retiens une des meilleures définitions pour moi, qui est celle de la norme ISO 20400, qui définit un achat responsable comme un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles ou les moins négatifs possibles. Ce qui est important là, c'est sur toute la durée du cycle de vie. C'est là où un achat responsable prend tout son intérêt, c'est de ne pas s'arrêter finalement à l'instant T de notre achat, mais de regarder tout le cycle de vie de notre achat, finalement d'extraction des matières premières, donc de la fabrication, jusqu'à la destruction de chez vous. Et quand on fait du coup, on recherche des gains en achat responsable, eh ben l'idée, ça va être de s'arrêter sur chacune de ces étapes de cycle de vie et d'aller chercher, donc je parle des principales catégories d'achat, on décompose des étapes, et d'aller chercher toutes les opportunités qu'on peut trouver sur l'environnement, le social et le développement économique. Donc finalement, si je reviens sur ma définition d'ISO 20400, réduire les impacts négatifs et améliorer les impacts positifs sur le cycle de vie, sur la partie environnementaux, socio-économique, eh ben, ça revient cette fois-ci à pas réduire forcément les impacts, à ne pas chercher que la réduction des impacts, même si ça va de soi, mais à plutôt chercher toutes les opportunités qu'on pourrait trouver en réduisant nos impacts ou en créant des impacts positifs. On va voir dans un instant comment on peut procéder. Juste pour aller un peu plus loin, dans la norme ISO 20400, on parle ou bien des impacts environnementaux, sociaux et économiques, ou alors ce qu'on appelle les 7 questions centrales. Pour ceux qui ont lu la norme ISO 20400, c'est des questions finalement qui regroupent les 3 questions, l'environnement, le social et l'économique. On peut également parler des 3 P. People, Planet, Profit. Pour ceux qui connaissent, c'est un résumé de ces 7 questions centrales. On est sur les mêmes points, on tourne sur les mêmes points. Je vous laisse d'ailleurs lire ces 7 questions centrales et vous verrez, ou si vous savez déjà, qu'on est sensiblement sur les mêmes sujets. Maintenant qu'on a dit ça, qu'on a rappelé les bases, qu'on a défini ce qu'était faire un gain en achat responsable, bah, opérationnellement, comment on s'y prend? Je répète la méthode et c'est là où ça prend tout son intérêt. Et ben, l'idée, c'est de classer vos catégories d'achat comme vous le faites en celles qui ont le plus d'impact, de risque ou celles qui sont le plus important financièrement pour vous, de décomposer vos étapes et de vous dire, bah voilà, je vais commencer à chercher sur cette étape du cycle de vie si j'ai une opportunité sur l'environnement. Donc on reprend les 7 questions centrales, hein, on passe à la moulette des 7 questions centrales, les opportunités qu'on aurait sur cette étape du cycle d'achat de ce produit qui a une valeur importante chez nous. Communément, ce qu'on peut gagner quand on travaille sur l'environnement, c'est des réductions de prix d'achat qui vont se baser uniquement sur la réutilisation ou le produit recyclé. Ça peut paraître anodin ou même parfois évident, mais lorsqu'on achète un produit recyclé, bah, c'est très souvent moins cher. En tout cas, ce serait illogique que ce soit plus cher. Un exemple tout simple, vous achetez un téléphone d'occasion qui peut avoir des très bonnes garanties par ailleurs. Il est forcément moins cher que si vous achetez un téléphone dernier modèle. Bah, ça, c'est la même chose lorsqu'on fait de l'économie circulaire, lorsqu'on travaille sur l'environnement. On va se dire, OK, je veux être responsable. Est-ce que je ne peux pas trouver, dans mon aspect environnement, réduire mon impact
en créant une opportunité, donc en prenant un produit moins cher, recyclé. Et là, vous avez un gain clairement en achat. Idem lorsqu'on travaille sur l'environnement, sur la réduction des coûts énergétiques. On peut chercher des services ou des produits qui vont nous permettre de réduire nos coûts énergétiques. Donc peut-être que ça va représenter un achat, peut-être même qu'au final vous allez payer un peu plus cher, mais si vous projetez sur du long terme en cherchant à réduire votre impact énergétique, donc vos coûts énergétiques, forcément ce sera un peu moins cher. Idem pour la durabilité, c'est plus long, donc c'est toujours plus intéressant sur l'amortissement. Enfin, ça peut paraître un peu plus éloigné, mais pourtant ça fait partie des opportunités qu'on peut trouver lorsqu'on travaille sur l'environnement. Eh ben, c'est la valorisation des déchets. Beaucoup d'entreprises ne sont pas attentives forcément à tous ces enjeux-là, mais si vous cherchez à réduire votre impact sur l'environnement, vous pouvez essayer de revendre tout ce que vous n'utilisez pas, donc de valoriser ce qu'on pourrait appeler des déchets. Et quand on dit revendre ce que vous n'utilisez pas, c'est pas forcément le déchet physique ou le déchet qui vous sert plus à rien. Ça peut être aussi ce qu'on appellerait un gaspillage de temps, un déchet de temps. Ça peut être de dire, bah, j'utilise pas 100% de ma machine, et si je valorisais, je revendais le temps dont je l'utilise pas. Et si je valorisais, je revendais un service dont j'en ai pas besoin à 100%. Également, en travaillant sur tout ce qui est environnement, vous pouvez obtenir des financements verts. C'est pas toujours connu, mais la communauté européenne peut vous adresser des financements verts si vous avez mis en place une bonne stratégie d'achat responsable qui vise l'environnement, voire réduire vos taxes CO2 ou parfois même avoir des crédits d'impôt. Donc c'est la première question. On voit qu'elle est assez forte sur les enjeux d'achat responsable. On peut avoir énormément d'opportunités juste en travaillant sur l'environnement. Si on va un peu plus loin, si on cherche le développement local, vous avez tout ce que ça représente, l'implication auprès de l'éducation et des cultures, la création d'emplois sur un niveau local. Concrètement, si on devait résumer pour un acheteur, c'est travailler sur du local, privilégier des fournisseurs locaux, des sources locales, etc. Première chose, c'est déjà la réduction du prix d'achat. On réduit les coûts logistiques, forcément, ça doit avoir un impact. En tout cas, vous devez le demander ou chercher à le valoriser. On travaille avec un fournisseur à court terme, c'est logique qu'on paye beaucoup moins cher les frais de transport, les frais logistiques. Il faut le savoir le valoriser. Deuxièmement, on aura forcément moins de pertes liées aux pénuries ou aux défaillances. On est à côté, on peut très rapidement avoir accès à notre fournisseur, on peut voir avec lui, on peut essayer de comprendre, on peut être plus agile. Donc logiquement, il y a moins de pertes qui vont être liées à ça, ce qui vous représente sur l'utilisation quand on finalise l'opération un gain en achat. Et enfin, plus difficile, je le reconnais, à valoriser une hausse des ventes locales. Là, ok, ça demande un peu d'expertise de prouver qu'en faisant cet achat, bah, vous améliorez les ventes, mais vous pouvez toujours, en contribution directe, aller chercher encore une fois les financements régionaux et européens. Vous travaillez avec des fournisseurs locaux, il y a plein de, alors plutôt des grands groupes, mais il existe aussi des petits groupes qui ont réussi, des petites entreprises qui ont réussi à aller chercher des financements au niveau de la FEDER, de la BPI, en garantissant le fait de travailler avec des fournisseurs locaux et donc en contribuant au développement local. Voilà, ça peut générer un gain achat intéressant. Si on passe maintenant sur tout ce qui est question relative aux consommateurs. Donc là, l'idée, vous voyez sur la droite en quoi ça concerne, mais concrètement, c'est d'améliorer finalement l'usage pour vos consommateurs, l'impact que ça a sur vos consommateurs, la santé de vos consommateurs. OK. En réduction prix d'achat, c'est pas évident de le valoriser, il doit exister des choses, mais c'est peut-être pas le plus évident. En revanche, si vous offrez de la qualité à vos consommateurs, donc si vos achats sont des achats qui ont une qualité, et quand je dis qualité, c'est pas forcément uniquement le fait que ça dure longtemps, c'est aussi le fait que ce soit bon pour la santé, que ce soit bon pour la planète, etc. Bah forcément, vous aurez moins de plaintes, moins de non-qualité, donc moins de retours clients. On le néglige, mais un retour client, ça peut avoir un impact très fort sur l'entreprise. Ceux qui travaillent en supply chain doivent bien le savoir. Et également, vous avez une contribution directe qui peut être faite par l'apport de nouveaux clients liés à la réputation. Vous faites des produits de qualité, vous avez des produits solides, vous faites du négoce même de produits qui ont de la qualité, qui apportent un plus à vos consommateurs. Bah forcément, vous augmentez votre réputation. Ça doit se savoir dans les nouveaux clients. Enfin, également, les droits de l'homme. Donc, si on veut, c'est la quatrième question centrale, si on veut soigner dans ces achats responsables le rapport qu'on a vis-à-vis des droits de l'homme en privilégiant des fournisseurs, ou en tout cas dans ces achats, un cycle qui respecte les droits de l'homme, bah déjà, on aura indirectement, même si on ne s'en rend pas toujours compte, une meilleure productivité. Ça peut se voir peut-être à long terme, ça ne se verra pas forcément sur du court terme, mais si on aide son fournisseur à améliorer ses droits de l'homme, ou on choisit des fournisseurs qui travaillent sur ces sujets-là, on va augmenter indirectement la productivité, peut-être pas à l'instant T, mais sur du long terme. Donc on pourrait le mettre aussi à l'utilisation. Et également, quand on sait qu'on a des fournisseurs solides,
bah forcément, on va réduire nos coûts de non-conformité. Ils ont déjà eux-mêmes des certifications, ils sont déjà attestés, ils ont déjà des bonnes notes EcoVadis, par exemple. Bah, on peut leur faire confiance, ça n'empêche pas l'audit, hein, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais techniquement, on devrait pouvoir leur faire un peu plus confiance, donc ça réduira vos coûts de mise en conformité ou de surveillance. Ils peuvent être assez élevés parfois. Contribution directe, c'est un peu plus difficile. Voilà, c'est peut-être là où on n'a pas forcément de gain. Si on passe sur les relations et conditions de travail, donc là, c'est la relation employeur-employé, c'est le respect des conditions sociales, du dialogue social, de la sécurité au travail. Là, c'est pareil, hein, ça rejoint un peu les droits de l'homme, même si c'est pas la même question. Forcément, en respectant ses salariés, si votre fournisseur respecte ses salariés et fait tout pour favoriser une bonne ambiance de travail, bon, je ne vais pas parler de Great Place to Work, mais ça pourrait être un exemple, bah, il y aura forcément une meilleure productivité. Moins de défaillances aussi, moins de risques liés à la santé. Également, si vous le savez, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle une réduction de votre contribution à GFIP. Je vais m'expliquer. En fin de compte, ça consiste à avoir une réduction de l'impôt, ou la taxe plutôt, pardon, qu'on doit payer lorsqu'on n'atteint pas un quota minimum de 6% de salariés handicapés. Donc je dis 6%, mais il faudrait être un peu plus, voilà, faudrait creuser en fonction de votre entreprise. Mais grosso modo, vous avez une obligation de respecter à partir d'une certaine taille d'entreprise un nombre minimum, un pourcentage minimum de salariés handicapés. Et ben vous pouvez utiliser pour valoriser vos salariés handicapés l'apport de vos fournisseurs. La loi autorise à comptabiliser les salariés handicapés en direct chez vous, donc c'est vos salariés, mais elle autorise également à aller chercher des fournisseurs, notamment des ESAT, qui vont vous proposer des salariés qui sont reconnus comme ayant un handicap et que vous allez pouvoir comptabiliser dans vos 6% ou dans vos objectifs et donc avoir indirectement une réduction de la contribution à GFIP. Donc là, c'est un vrai gain direct que vous pouvez apporter à votre entreprise. Également, la bonne pratique des affaires. Donc là, on est vraiment sur lutter contre la corruption, avoir une concurrence loyale, faire en sorte de respecter ses fournisseurs, de respecter la responsabilité sociale de la chaîne de valeur, respecter les droits de propriété intellectuelle, avoir des relations vraiment, on va dire, très claires, très transparentes avec ses fournisseurs. Bah forcément, on augmente la productivité, donc ça va diminuer les coûts d'achat parce qu'on a intégré avec nos fournisseurs, on se fait confiance, ils connaissent chez nous ce qu'on veut leur donner, et nous, on connaît chez eux, on travaille ensemble. Donc, au bout d'un certain temps, vous êtes en mesure de demander des réductions, une amélioration de la productivité, donc des réductions de coûts peut-être sur l'année 2, l'année 3. Ça se fait très souvent, notamment dans l'IT. On améliore la productivité, on peut demander 2 à 3% de remise. Pareil pour la réduction des risques de défaillance. On est main dans la main, on travaille ensemble, on se fait confiance, on se respecte l'un et l'autre, on réduit les risques de défaillance. Contribution directe, c'est un peu plus compliqué à démontrer, mais en tout cas, ça vous apporte quand même des gains en achat. Et enfin, la dernière question centrale, qui est finalement la question centrale, si je puis dire, c'est la gouvernance. C'est comment on travaille sur sa gouvernance et la gouvernance de ses fournisseurs pour mettre en place des achats responsables. Quel gain on peut en faire? Bah, premièrement, si la gouvernance nous suit dans les achats responsables, naturellement, on va pouvoir mettre en place une politique et donc réduire les consommations chez nous, mais également faire en sorte que les fournisseurs réduisent leur consommation chez eux. Et ça, indirectement, ça aura un impact sur votre prix de vente. Également, on sera plus ouvert vis-à-vis de la direction, aussi bien chez nous que chez nos fournisseurs, et on pourra chercher à les mettre en place ce qu'on appelle de la fonctionnalité, donc peut-être privilégier des méthodes un peu plus innovantes comme la location vs l'achat. On évitera le gaspillage, on sera peut-être aussi plus efficace à l'utilisation, donc ça réduira vos coûts aussi sur du long terme. Enfin, contribution directe, on est tous les deux, notre fournisseur et nous-mêmes, dans un optique de faire des achats responsables, la gouvernance nous suit, on peut essayer d'avoir des projets communs et de faire de la co-innovation. Donc voilà les principaux gains achats qu'on peut faire en suivant ces 7 questions centrales. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tout. Je vous ai donné les principaux, mais quand on réfléchit, il y en a plein qu'on peut toujours trouver. Certains qui peuvent être visibles au bout d'un certain temps, c'est la réduction des coûts juridiques. J'en parle rapidement, mais concrètement, plus vous serez achat responsable, moins vous aurez de procès, moins vous aurez de litiges, moins vous aurez de coûts juridiques. Également, vous pourrez réduire vos coûts de primes d'assurance. Voilà, les assurances fonctionnent beaucoup sur l'historique, mais pas que, bien entendu. Mais donc, à un moment, vous pourrez renégocier vos primes d'assurance si vous avez rarement ou quasiment jamais d'incident là où vous êtes assuré parce que vous prenez des choses fiables.
Également, vous allez réduire vos accidents de travail. Là, je parle chez vos fournisseurs, mais aussi chez vous. Vous faites preuve vous prenez en compte la santé de vos collaborateurs. Quand vous faites vos achats, vous essayez de privilégier l'aspect santé. Bah, on aura forcément moins d'accidents de travail, on sécurisera bien, donc ça pourra avoir un impact positif. Donc voilà les principaux gains achats. Question centrale par question centrale, vous voyez, il y en a beaucoup. L'essentiel, c'est d'essayer d'aller chercher ces opportunités. Quand on va un peu plus loin, là c'est pour les entreprises plus matures, on peut même essayer de faire ce qu'on appelle des achats positifs. Alors, qu'est-ce que c'est que des achats positifs? C'est un terme qu'on n'entend pas tout le temps, même si on a tendance à l'entendre de plus en plus, et ça vient de ce qu'on pourrait appeler l'entreprise positive. Et l'idée, quand on fait des achats positifs, ou même quand on est une entreprise qui cherche à être positive, bah, ça va être avoir un objectif de changer de prise. Concrètement, si on est uniquement sur réduire son impact négatif, on va essayer voilà, d'avoir un impact qui soit finalement le moins néfaste possible. Un exemple qui peut être un peu terre à terre et un peu irréaliste, c'est vraiment pour qu'on comprenne. Avant, je faisais travailler 60 enfants. Bon, bah, j'ai travaillé sur la réduction de mon impact négatif. C'est super. J'en fais travailler plus que 20. Je suis passé de 60 à 20. Donc, j'ai réduit mon impact négatif. En quelque sorte, j'ai déjà profité d'un premier axe achat responsable. Mais si on veut aller plus loin, l'idée, ça va être plutôt d'acheter pour chercher à créer un impact positif. Et là, si je reprends mon exemple, ça va être plutôt de se dire, OK, non seulement je ne fais pas travailler d'enfants, ou j'en fais travailler beaucoup moins, mais en plus, en achetant, je vais créer un impact positif. Exemple tout simple, je vais permettre le développement d'une école. Je vais contribuer à réparer, finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler parfois, vous l'avez peut-être vu ce terme un peu plus, entreprise contributrice, je vais contribuer à améliorer l'environnement, le social ou les enjeux économiques lorsque je fais un achat. Alors c'est assez nouveau, mais ça commence à intéresser de plus en plus. Je vous donne quelques exemples d'entreprises qui se développent là-dessus. Une très connue aux États-Unis, c'est Greystone Bakery. Eux, leur slogan, c'est manger des brownies, vous allez changer des vies. Donc après, manger un brownie, c'est pas toujours bon pour la santé, je vous le reconnais. Mais en tout cas, si vous achetez votre brownie chez eux, bah, sachez que tout ce qui va retomber quand vous achetez votre brownie va profiter aux salariés, va profiter à l'environnement. Un exemple très simple, c'est qu'il n'y a pas de CV, il n'y a pas d'entretien lorsqu'on veut bosser chez Greystone Bakery. Il suffit d'aller sur une liste, de s'inscrire sur une liste d'attente. On vous appelle, vous avez 6 mois de formation et vous êtes salarié de Greystone Bakery. Donc là, c'est vraiment de se dire, je vais vendre mes brownies en expliquant à mes clients que s'ils les achètent, ils vont changer des vies. Pareil, une entreprise française qui s'appelle Investir Ensemble, qui est une coopérative d'investisseurs qu'on pourrait appeler rentable et durable. Et en fait, leurs objectifs, c'est d'acheter des biens vraiment délabrés, plutôt à bas prix, de négocier sur le fait qu'ils soient délabrés. En général, ils achètent tout ça à des mairies, et de travailler pour les rénover de manière la plus écologique et rentable, ce qui va à moyen terme faire chuter les coûts pour le futur locataire en mettant des économies d'énergie, des économies d'eau, etc. Et également à chercher, puisqu'on a fait chuter les prix, eh ben, à réserver ces biens à des publics qui sont plutôt défavorisés. Donc c'est une initiative française qui marche plutôt bien. Et enfin, une autre entreprise, bon, je la cite, mais il n'y a plus besoin de la citer, je crois, c'est Patagonia. Je vous laisse lire rapidement tout ce qu'ils font pour la planète. C'est assez impressionnant. Et quand on achète du Patagonia, on est conscient qu'on privilégie l'aspect environnemental, l'aspect social. C'est vraiment dans leur ADN. Voilà quand on va un peu plus loin, quand on fait des achats positifs. Un point quand même qui est important lorsqu'on veut se lancer sur les achats positifs ou en tout cas sur faire des gains en achat pour les achats responsables, en faisant des achats responsables, il va falloir soigner sa communication. Règle de base, encore une fois, que je rappelle, mais qui doit être connue par tout le monde, on ne peut pas faire des achats responsables tout seul. Faire des achats responsables, ça ne peut pas être une initiative isolée d'un acheteur dans son coin. Il faut vraiment que ce soit toute l'entreprise qui travaille ensemble. Donc la première chose à trouver, c'est vos drivers. Ça doit être la clé. On en a déjà parlé dans un précédent webinaire et c'est vraiment ce que vous dira la norme ISO 20400 si vous la lisez ou si vous la connaissez. Premièrement, identifier ces drivers, c'est ça qui va permettre de motiver le top management et vos parties prenantes à vous suivre. Quelques principaux, voilà, les réglementaires, aujourd'hui ça manque pas.
CSRD, CS3D, loi Sapin, devoir de vigilance, BGS, et je pourrais vous en sortir des tartines. Il y a énormément de lois qui forcent aujourd'hui les entreprises à s'intéresser à ces sujets. Donc faisons en sorte que ce soit une opportunité, puisque de toutes les façons, vous devrez vous y intéresser. Deuxièmement, l'image. Ça a un vrai impact sur la réputation. Je vous ai parlé de Patagonia, Greystone Bakery. C'est des entreprises où vraiment elles jouent sur leur réputation, sur l'image. Ça a un impact très fort. Pareil pour la marque employeur. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on parle de la génération Z, mais pour moi ça concerne toutes les générations, qui ont du mal à recruter, ou en tout cas qui sentent que les employés privilégient des entreprises qui ont un vrai sens à leur travail. Enfin, la sécurité, avoir bien entendu un fournisseur avec lequel on a des bonnes relations, on travaille en toute responsabilité, forcément, ça améliore la sécurité sur la chaîne d'approvisionnement et ça améliore notre résilience. Autre recommandation, toujours former un maximum de personnes, avoir des évangélisateurs, communiquer au maximum, créer de la convivialité. Ça peut être sympa de faire ça autour d'un café, de croissants, d'inciter les gens, de faire des trophées aussi, ça marche bien. En tout cas, voilà, il va falloir trouver les moyens de mettre l'entreprise en selle, parce que si c'est pas toute l'entreprise qui s'y met, ça sert pas à grand chose. Dernier point, pour la communication, soigner ses indicateurs. Quelques bases, toujours 5 à 10 maximum, simple à mesurer, fiable, visuel, partagé. L'essentiel, à minima en tout cas, c'est d'avoir des indicateurs sur ce que vous faites. Je reprends la première phrase. Ça sert à rien d'être un bon acheteur ou de faire des achats responsables si vous ne pouvez pas le prouver. Les indicateurs, c'est la meilleure façon de prouver ce que vous faites. Vous voulez suivre des gains en achat? Pas de souci. Suivez le pourcentage des achats auprès de fournisseurs locaux. Suivez le pourcentage de CO2 économisé lors des consultations ou même, idéalement, le pourcentage de taxes que vous allez économiser derrière. Il y a des entreprises qui sont capables de valoriser la tonne de CO2 et de donner un coût à cette tonne de CO2. Donc là, les acheteurs sont au centre du dispositif. Également, vous pouvez suivre le pourcentage de consultations intégrant une analyse TCO, une analyse TCO2, suivre le pourcentage de consultations intégrant des spécifications. Soyez créatifs. L'essentiel, c'est d'avoir des indicateurs qui vous correspondent et qui vont communiquer sur ce qui est un gain en achat. Voilà, conclusion. Et ça, je l'adresse plutôt aux acheteurs. Si on reprend la pyramide de Maslow, je la trouve pas mal faite. Sur le métier d'acheteur, bah, initialement, on était plutôt dans la sécurisation, donc dans passer les commandes. D'abord, on avait besoin physiologiques, donc passer les commandes. Puis progressivement, on grimpe les échelles de cette pyramide de Maslow. Et là, clairement, si on travaille pour générer de la valeur, bah forcément, ça va être beaucoup plus intéressant et on va parler d'accomplissement dans le métier d'acheteur. Ça donne un vrai sens au métier d'acheteur. C'est beaucoup plus motivant que finalement d'aller négocier, chercher des économies sur des choses qui sont un peu répétitives ou qui ne nous concernent pas. Lorsqu'on fait des achats responsables et qu'on cherche à gagner des gains en achat, bah pour moi, c'est vraiment l'accomplissement de l'acheteur. On va chercher des gains tout en ayant un impact qui soit très positif sur notre environnement, notre entreprise, notre société, pardon, le social et l'économie. Voilà, j'ai fini pour moi, c'est clair sur ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour votre écoute et je suis dans l'attente d'écouter vos questions. Également, voilà, vous pouvez me poser des questions tout de suite via le chat ou si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je vous affiche comme ça mes principales activités. Alors merci beaucoup Benjamin pour cette présentation très très riche en enseignements pour ton côté passionné et vivant. Merci pour tous les enseignements. Alors effectivement, donc j'avais reçu une question en off. Mais vous pouvez bien évidemment profiter de la présence de Benjamin pour lui poser toutes vos questions via le chat. Alors, la première question, c'était les achats responsables sont-ils un argument pour accéder à des financements ou subventions? Alors, il me semble que tu as déjà répondu un petit peu dans la première partie, mais tu peux peut-être revenir dessus en précisant. Voilà. Donc effectivement, j'ai un peu répondu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, pour sélectionner leurs fournisseurs, se renseignent sur si elles font des achats responsables ou sur leurs pratiques RSE. Donc, concrètement, ça peut être indirectement via le fait de gagner des nouveaux clients. Je vous donne un exemple. Il y a des entreprises aujourd'hui, notation EcoVadis. On pose des questions sur les achats responsables. Vous n'êtes pas capable d'y répondre. Vous avez des pratiques qui ne correspondent pas. Bah, vous perdez votre client. Donc là, c'est déjà un premier aspect, c'est la perte de clients. Deuxièmement, j'y ai répondu, mais vous avez aujourd'hui des fonds d'investissement qui recherchent
à diversifier leur panel d'entreprises dans lesquelles elles investissent et à privilégier un pourcentage d'entreprises qui ont des activités positives pour l'environnement ou qui pour le social et qui prennent en tout cas très au sérieux ces activités-là. Donc oui, il y a un vrai impact. Vous pouvez toucher des subventions, vous pouvez toucher des financements d'institutions privées et vous avez de toute façon, en fin de compte, des clients qui vont s'intéresser de plus en plus à ces sujets. Je parle de clients en grand compte, mais je pourrais aussi parler de consommateurs qui sont de plus en plus sensibles, qui veulent tout savoir, qui sont de plus en plus renseignés et qu'on renseigne aussi de plus en plus, et donc qui vont progressivement être de plus en plus exigeants. J'espère avoir répondu à la question. Oui, c'est déjà un bon apport, un très bon apport. Alors, une autre intervention, effectivement, achat responsable et achat durable, est-ce que ce sont la même chose? Est-ce qu'on parle de la même chose? On pourrait parler de la même chose sensiblement. Les achats durables, je précise, c'est quand même l'idée de faire durer le plus longtemps possible ce qu'on achète, donc avec une notion, voilà, aspect environnemental. Les achats responsables, ça englobe le durable, donc le fait de le faire durer le plus longtemps possible, mais ça va peut-être un peu plus loin en englobant aussi le sociétal, le social, en essayant d'avoir un impact qui soit le moins négatif possible sur l'aspect social, l'aspect de nos salariés, l'aspect des fournisseurs, etc. Mais grosso modo, dans beaucoup d'entreprises, on parle de responsable et de durable de la même façon, même si la norme ISO 20400, elle parle bien, elle, d'achat responsable. Alors, une autre question, Benjamin. Donc, à part EcoVadis, quelle certification pouvons-nous utiliser pour évaluer au mieux nos fournisseurs sur les aspects RSE? Comment intégrer cela dans l'évaluation fournisseur panel? Alors là, on fait un petit pas de côté, mais ça concerne effectivement les achats responsables. Ouais, mais Donc, c'est... voilà. Non, Donc, non, mais c'est une question très intéressante et qui peut vous aider effectivement à faire des gains en achat responsable à force de sélectionner des fournisseurs qui soient le plus responsables possible, d'où l'intérêt finalement un peu d'EcoVadis. Pour y répondre, premièrement, vous pouvez faire votre propre EcoVadis. Alors, j'espère que EcoVadis ne m'entend pas, même si voilà, je le pense clairement. Vous pouvez tout simplement faire votre propre EcoVadis. EcoVadis, c'est des questions, c'est un questionnaire. C'est basé sur la lecture de l'analyse de documents. C'est pas sorcier en soi. Donc, premièrement, vous pouvez faire vos propres questions, votre propre questionnaire EcoVadis. Et c'est ce qui se fait dans beaucoup d'entreprises, hein, et mettre une notation à partir des questions qui vous intéressent sur les enjeux RSE. Deuxièmement, il n'y a pas qu'Ecovadis qui propose ce type de service. Il existe aussi, alors je n'en connais pas des gratuits, mais vous avez par exemple l'AFNOR qui en propose un aussi, ce qui est sur le même principe, un questionnaire, je crois que ça s'appelle Accesia si je me souviens bien, oui, oui, oui. qui me Mhm. semble plutôt, enfin j'ai pas fait un benchmark précis, mais de premier abord ça me semble un peu moins cher, et vous pouvez comme ça accéder à des questionnaires sur vos fournisseurs et sur le même principe. Donc, un, le faire tout seul, deux, passer par un concurrent un peu moins cher, ou en tout cas passer par un autre concurrent. Pour répondre à la deuxième partie de la question, comment s'intégrer cela dans l'évaluation fournisseur panel? Bah, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ce qu'on appelle des RFI, ou en tout cas de faire des analyses de vos fournisseurs avant de les faire rentrer dans le panel, mais l'idée, c'est que ça fasse partie de vos critères. Vous regardez vos fournisseurs, vous allez regarder le prix, vous allez regarder qu'est-ce qu'ils vous proposent comme qualité de service, qu'est-ce qu'ils vous proposent, je sais pas, comme localisation. Et ben, vous pourriez rajouter la note à votre questionnaire. Ça pourrait être un critère 5%, 10% de l'évaluation finale. Pour sélectionner nos fournisseurs, il y a 10% qui est attribué à la note de ce questionnaire. Il faut qu'ils aient un minimum de cette note pour avoir les 10% de ces points-là. Donc voilà, Graziella, j'espère avoir répondu à ta question. Alors merci Benjamin donc pour ces réponses. Donc malheureusement le temps donc qui nous était imparti est déjà écoulé. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous serions bien restés effectivement ensemble pour continuer à échanger, mais rassurez-vous donc le webinaire est enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous invite également à rejoindre les groupes de discussion dédiés aux achats sur Parcours Croisé afin d'interagir avec vos pairs et y trouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs, dont ceux de Benjamin Benatar. N'hésitez pas à liker ou commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie donc d'avoir suivi ce webinaire. Je remercie particulièrement Benjamin Benatar pour sa présentation de très bonne qualité. Et à bientôt. N'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur parcourscroisé.com. À bientôt, merci à tous.